Non, je suis très contente de pouvoir vous présenter la demande de Nathalie, un petit peu ce travail. Alors, c'est un travail qui est un petit peu, euh, qui est un peu complémentaire. Je ne vais pas dire annexe à ce que je fais d'habitude, mais qui est un petit peu complémentaire et qui va être plutôt un travail de réflexion dans un premier temps. Je vais essayer de bien tenir le temps quand même. Je veux bien qu'au bout de 10 minutes, de un quart d'heure, que je puisse bien gérer pour ne pas prendre du temps sur Gabriella, qui est effectivement quelque chose qui va être dans un premier temps plutôt épistémologique. Hein. Je voulais revenir un petit peu sur ce qui anime le travail de réflexion autour de cette question de l'apprentissage de une ou plusieurs langues et des liens entre L1 et L2. On en discutera. Donc, par contre, donc on appuie sur quoi pour avancer? Là. Là. Voilà. D'accord, c'est la flèche. Ok. Donc l'idée étant de regarder, ce qui va m'intéresser là aujourd'hui, c'est de regarder effectivement une dimension liée à la première acquisition du langage et qui va rendre compte de la mise en fonctionnement du langage, mais dans une perspective dite socio-interactionniste, j'y reviendrai, qui est très liée en fait à la dimension de ce qu'on retrouve dans psychologie sociale et qu'on retrouve aussi beaucoup dans les travaux de Genève. Chez Broncard par exemple, et de regarder d'un peu plus près l'articulation entre L1 et L2 pour voir de ce point de vue-là s'il y a une identité des processus. Et ce qui va m'intéresser encore doublement, c'est le lien avec l'enseignement en contexte scolaire. Donc c'est pour ça qu'il faut que je calibre bien mon temps de façon à arriver effectivement à cette question de la posture de l'enseignant, puisque c'est vraiment là-dessus que je voudrais peut-être qu'on discute aussi après, plus que sur le cadre épistémologique d'anglais. Alors, là, j'ai juste mis les références des choses qui m'ont animé ces derniers temps, et notamment le dernier, sur lequel Nathalie m'a demandé d'intervenir aujourd'hui, c'est-à-dire celui du travail qui avait été réalisé avec l'équipe, une partie de l'équipe de Genève et du Pays Basque, avec Joachim Dols et Diazabal. Donc ça, c'était le point de départ. Alors, très rapidement, quelque chose qui peut paraître que tout le monde, je pense, connaît, donc je ne vais pas insister beaucoup, mais qui va avoir un intérêt pour moi par la suite, qui est cette dimension psycholinguistique de l'apprentissage. Je ne reviens pas sur les questions de comment on arrive à ce type de schéma, mais juste l'idée qui va avoir une importance pour la suite, c'est cette idée de réorganisation, de reconfiguration des connaissances qui passe par l'expérience individuelle et la stabilisation des informations linguistiques pour, si on parle en termes d'acquisition langagière. Mais globalement, même du point de vue de l'apprentissage, c'est comment un apprentissage, un élément, une donnée est stabilisée, mais elle est stabilisée toujours dans un circuit dynamique. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de superposition, de hiérarchisation. Il y a toujours une acquisition qui implique une reconfiguration complète du système. On retrouve ça chez Piaget, en fait, hein, dans cette construction des connaissances. Donc c'est une perspective très constructiviste qui est que l'apprentissage ne peut avoir un impact que si non seulement l'individu y trouve un intérêt personnel, il voit des effets positifs, mais si effectivement d'un point de vue psycholinguistique pour le langage, il y a une reconfiguration des connaissances. Alors, je passe ça. Ce qui va être sous-jacent à l'ensemble du travail, de la réflexion qui est proposée là, ça va être de reprendre toute la dimension vygotskienne de l'apprentissage. C'est vraiment le point de départ, qui va être à l'origine de la question de la posture de l'enseignement par la suite. Je pense, vous me direz si je vais trop vite, mais je vais essayer de le faire très bref pour arriver, parce que j'ai trop de diapos. Le point principal, c'est le fait qu'on recherche dans des variables externes des processus internes de développement.
Ça, c'est la position première, et qui est de comprendre le lien entre apprentissage et développement, c'est-à-dire que ce lien-là doit pouvoir nous donner des informations sur un développement en construction. Hein, donc, la position de Vygotsky, c'est du développement actuel au développement potentiel. Alors, ce qui va l'intéresser, ce n'est pas le développement actuel, c'est celui qui va être en cours de maturation. Hein, c'est vraiment sur ce point-là. Alors lui, il s'intéresse aux fonctions psychiques, donc vraiment d'un point de vue psychologique. Mais ce qui va être intéressant, c'est que c'est au cours de ce développement potentiel, c'est-à-dire l'individu est potentiellement capable de faire quelque chose, de produire quelque chose si on parle après en termes de langage, mais c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir une cible possible d'intervention. C'est dans cette zone-là du développement potentiel, c'est-à-dire pas au moment où on est déjà en capacité de produire quelque chose, mais au moment où on va être capable d'aller plus loin que ce qu'on sait déjà faire. De la même façon, Vygotsky va lier très fortement apprentissage et enseignement, c'est-à-dire que toute sa dimension de l'apprentissage, il va la lier à l'enseignement. C'est-à-dire, en gros, j'ai repris juste la citation très rapide de cette idée que ce que l'enfant est capable de faire aujourd'hui à l'aide des adultes, il pourra l'accomplir seul demain. Mais donc cette zone proximale de développement va nous aider à comprendre les résultats qui vont être en cours d'acquisition, pas ceux qui sont déjà actés. Et donc, ce qui va être dépendant de la dimension de performance, c'est-à-dire on mesure dans les tests, par exemple, on mesure des performances individuelles. Là, l'idée n'est pas de mesurer des performances actualisées, mais de mesurer des performances en cours de développement. Alors, on retrouve dans la théorie de Vygotsky ce qui permet d'expliquer le fait qu'il y a évolution, c'est l'imitation, alors au sens de Vallon, c'est-à-dire non pas une imitation stricte au sens behavioriste du terme, mais une imitation qui va être sans arrêt qui va être forcément créatrice, et où il y a effectivement la possibilité pour l'enfant de tirer profit de l'aide qui va lui être apportée à un moment donné, au moment où il en a besoin. C'est dans la mesure où lui, il peut en comprendre effectivement la portée. Donc, tout cela renvoie à la médiation de l'adulte, c'est-à-dire la médiation ou l'assistance, ça dépend un petit peu des auteurs. C'est-à-dire que pour pouvoir comprendre un petit peu et pour pouvoir cibler cette évolution, non pas le niveau actuel, mais le niveau potentiel d'un développement, à ce moment-là, il faut regarder d'un peu plus près le type d'aide qui est porté par l'adulte, et donc la médiation va avoir un intérêt fondamental dans le travail de Vygotsky, c'est-à-dire pouvoir évaluer la zone de développement proximal, c'est-à-dire cette zone potentielle d'acquisition, hein, pas la zone actuelle mais la zone potentielle, à partir de laquelle il va pouvoir avoir une action spécifique pour amener l'enfant plus loin que là où il en est déjà. Je vous le fais vraiment très, très court. Hein. Cette dimension-là, cette perspective-là m'a particulièrement intéressée pour le transposer à la question de l'apprentissage du langage, apprentissage-acquisition du langage. Alors, très rapidement, pour qu'on soit tous d'accord sur le cadre de cette dimension-là de l'apprentissage du langage, on va distinguer 3 niveaux, c'est-à-dire la fonction langage, celle qui est notre potentialité, notre capacité de parler, de penser et de parler, donc c'est bien une fonction biologique, parce que bien évidemment, si nous n'avions pas notre système cérébral, nous ne pourrions pas faire grand-chose, mais également sociale, donc c'est cette fonction langage qui peut être, selon les auteurs, plus ou moins, il y a une dimension innée, plus ou moins développée selon les auteurs. En tout cas, c'est cette capacité initiale de parler. L'actualisation de la fonction langage qui va être cette possibilité de mettre en fonctionnement le langage, qui va permettre une conceptualisation du monde à travers la mise en fonctionnement de la fonction langage, c'est-à-dire à travers une ou plusieurs langues. Donc ça, c'est vraiment sur le plan de l'organisation de ces différences, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte cette mise en fonctionnement de la fonction langage. C'est là que la dimension vygotskienne va intervenir, c'est-à-dire qu'on actualise dans une première langue celle des langues parlées dans notre entourage. Et de la médiation de cet entourage
va permettre à l'enfant de mettre en fonctionnement cette fonction langage, pour donner un petit peu les différents niveaux. Alors, dans cette perspective socio-interactionniste, il y a évidemment un certain nombre d'auteurs qui ont essayé de transposer la dimension de zone proximale de développement, ou en tout cas tout le travail de développement de la zone actuelle vers la zone potentielle. Vous avez Brunner, je pense que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent quand même. C'est tout le travail qu'il a réalisé sur la dimension sociale et pragmatique, c'est-à-dire l'entrée précoce dans le langage. Bonjour, toute cette dimension-là, et qui est basée beaucoup sur les enfants entre 0 et 3 ans, on va dire, c'est-à-dire vraiment comment l'enfant entre dans le langage à travers les interactions suscitées par l'entourage proche. Et puis un autre type de travaux, qui sont les travaux de Lantin, qui sont moins connus, mais qui sont plutôt sur le développement ultérieur, plutôt sur la dimension syntaxique et discursive, c'est-à-dire au-delà de la période de 3 ans, partant du principe qu'à 3 ans, les enfants n'ont pas fini d'apprendre à parler, il y a encore tout un pan du fonctionnement de la ou des langues à travailler par les enfants, notamment sur le plan syntaxique. Avec cette idée, bien sûr, que apprendre à penser, parler ne va pas, mais enfin là, je pense que tout le monde comprend bien les premiers éléments que j'avais notés, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une dimension de répétition de modèles, qu'on n'est pas dans une imprégnation, ce fameux domaine de langage, mais qu'on est sur le travail non conscient d'hypothèses sur le fonctionnement de la langue. Alors, l'hypothèse une des hypothèses qui est proposée sur cette question de l'interaction et du rôle en fait de l'adulte au cours de sa médiation au cours de l'apprentissage, c'est la notion de schème. Alors, si on prend pour la dimension syntaxique, ça va être la notion de schème sémantico-syntaxique créateur. Cette dimension-là, elle renvoie en fait, donc c'est quelque chose qui relève du psy, hein. Ce n'est pas quelque chose qui relève d'éléments linguistiques au sens strict du terme, mais qui renvoie vraiment à un développement psychique, qui est une structure d'ensemble qui va être un processus issu de la reproduction d'expériences. Pour le dire autrement, c'est comment quand l'enfant réutilise des éléments, ce ne sont jamais des répétitions de modèles entendus, ce sont toujours des éléments qui reconfigurent des éléments déjà appris, c'est-à-dire tout un système, il y a un chevauchement de système en fait provisoire, il y a toujours reconfiguration d'un système pour avoir un autre système, toujours provisoire, c'est-à-dire qu'il va y avoir sur le plan psychique la possibilité de mettre en activation des éléments linguistiques, mais qui ne sont pas des éléments linguistiques propres, qui sont des éléments linguistiques qui vont avoir un impact sur le développement cognitif. C'est-à-dire, ce qui est marqué là, qui sont des stimulations mentales de mise en relation d'éléments verbalisables. C'est-à-dire que le fonctionnement linguistique renvoie à un fonctionnement cognitif. Et que c'est ce fonctionnement cognitif, mental, qui va systématiquement, enfin, au fur et à mesure, réorganiser l'ensemble du système du fonctionnement langagier. Alors, néanmoins, cette appropriation de ces schèmes, elle n'est valable que si l'étayage, c'est-à-dire que si la médiation de l'adulte est adaptée. Qu'est-ce que ça veut dire être adapté? Ça veut dire que les offres de l'adulte vont comporter des fonctionnements langagiers qui sont proches des capacités de l'enfant, qui ne se situent pas à son niveau actuel, si on transpose la notion de zone proximale de développement. Entre parenthèses, c'est pas sans problème de transposer la notion de zone proximale de développement qui était pour l'apprentissage au sens général de Vygotsky au langage. Hein. C'est quelque chose qui peut se discuter sur plusieurs aspects. Mais si on transpose cette notion de zone proximale de développement au langage, alors il n'y aura appropriation de schème que si la médiation de l'adulte se situe dans la zone potentielle de l'enfant, c'est-à-dire dans la zone où l'enfant est capable de s'approprier des éléments, c'est-à-dire qu'il ne soit pas ni trop au-delà, ni en deçà évidemment, mais ni trop au-delà de ce que l'enfant peut capter, mais qui se situe à un niveau dans cette zone, donc dans laquelle l'enfant va pouvoir récupérer, si vous voulez, les éléments dont il a besoin pour reconfigurer l'ensemble de son système.
Donc je reste toujours au niveau du développement psychique en lien avec le fonctionnement linguistique. Alors, du point de vue de l'évolution générale, on va avoir, là je parle une langue, hein, on n'est pas encore du tout dans une dimension au sens très général, on va avoir, si vous voulez, une évolution du type, j'ai mis des noyaux verbaux, il y a même des éléments nominaux dans un premier temps, hein, mais des noyaux verbaux isolés aux constructions les plus complexes d'un point de vue syntaxique, sachant que effectivement c'est bien la syntaxe qui va être le socle du fonctionnement cognitivo-langagier, donc c'est bien l'organisation des éléments de la langue qui fait que on parle, hein. La maîtrise de la langue renvoie à cette maîtrise des éléments langagiers du point de vue de leur organisation syntaxique et discursive. Mais cette évolution, elle va passer par toute une série d'essais jusqu'aux formes qui vont être stabilisées et maîtrisées, sachant que les essais, on va les repérer comme étant les tentatives de l'enfant, comme étant dans une zone proche de son développement, c'est-à-dire s'il fait des essais, s'il fait des tentatives sur le fonctionnement de la langue, alors ces essais vont être l'indice qu'on est là dans une zone proche de son développement, c'est-à-dire qu'il est un peu au-delà, s'il tente quelque chose, c'est qu'il est un peu au-delà de sa zone actuelle, de ce qu'il est capable de dire, et qu'il va tenter des éléments à partir desquels il y aura, s'il y a retour de l'adulte, possibilité de valider ses hypothèses pour reconfigurer l'ensemble de son système langagier. Donc les essais vont nous intéresser tout particulièrement. Hein, ces tentatives de l'enfant vont nous intéresser tout particulièrement parce que ce sont elles qui vont nous donner des informations sur là où l'enfant est potentiellement capable d'aller par rapport à ce qu'il sait déjà produire. Ça va jusque là? Oui, oui. Donc, ce qui va nous intéresser là-dedans, c'est effectivement les reprises. Donc, tout le travail des reprises, c'est-à-dire l'appropriation, le cheminement qui est assez long, hein, qui est très long, hein, si on prend l'appropriation du langage 0-6 ans, hein, donc ça peut être long et pas long en même temps. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement toute cette appropriation liée aux reprises. Donc c'est un point de vue et un travail relativement spécifique dans le domaine de l'acquisition, c'est-à-dire où on va s'intéresser aux reprises, aux reformulations, aux offres proposées par l'adulte dans ces zones proches de développement, qui vont éventuellement faire émerger des essais, qui vont permettre ensuite l'extension et la complexification des énoncés de l'enfant. Donc c'est tout ce travail-là qui est schématisé de façon magnifique là-dessus. Et donc je passe, juste c'est le petit, les éléments d'en bas que je voudrais préciser, à savoir qu'il y a vraiment des études, j'ai mis nombreuses, pour dire qu'il y en a un certain nombre, sur les premiers stades de l'acquisition, 0-3 ans, avec le rôle de l'input dans cette première partie, sur des études quantitatives et qualitatives, sur les deux. Il y en a un petit peu moins au-delà de 3-4 ans, on commence à en avoir pour 4 ans, mais au-delà, généralement, on a assez peu d'informations sur ce développement potentiel lié à l'organisation du discours au-delà de 4 ans. Ça reste quand même pas aussi développé que sur la première période. Alors, je vous passe l'exemple que je voulais vous faire écouter. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans l'immédiat. Et je vais m'intéresser maintenant à l'apprentissage donc de la deuxième langue. Alors, je vais faire quelque chose de très général, sans pour l'instant dissocier si cette deuxième langue c'est dans le cadre d'un apprentissage précoce, c'est-à-dire simultané, ou si la L2 va être la langue de scolarisation au niveau maternel, ou si la L2 va être apprise ultérieurement dans le cadre scolaire. La seule différence, qui est de taille tout de même, c'est qu'une L2 apprise dans un cadre scolaire au-delà de la période d'âge d'acquisition, c'est-à-dire au-delà de 6 ans, on va dire en élémentaire, cette acquisition-là va pouvoir recourir à une dimension métalinguistique qu'on ne retrouve pas sur la première période. Hein, parce qu'on ne peut pas faire travailler un enfant entre 0 et 6 ans sur une compréhension du fonctionnement syntaxique de sa première langue. Donc, c'est la différence qu'il va y avoir entre les deux.
Dans un premier temps, je vais me situer uniquement sur la posture, c'est-à-dire sur les dimensions interactionnelles. Qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence dans le cadre d'un apprentissage d'une deuxième langue. Je me suis d'abord appuyée sur les travaux de Pi et Jeanne Ray, sur tout le travail autour notamment des séquences potentiellement acquisitionnelles, donc très liées à cette dimension vygotskienne de l'apprentissage, c'est-à-dire que le processus de mise en fonctionnement d'une L2 a des similitudes avec celle de L1, avec ce que je viens de vous donner comme information là, c'est-à-dire qu'il y a une médiation qui va être nécessaire à l'appropriation, qu'il va y avoir l'intégration de schèmes langagés, eux parlent de schèmes langagés ou de schèmes syntaxiques, de la même façon, qui rejoint très fortement les schèmes sémantico-syntaxiques créateurs, c'est assez proche, et ils vont parler également de chevauchement et de reconfiguration de systèmes provisoires. Alors, ils vont le faire avec ce qu'ils appellent le processus de grammaticalisation, hein, c'est tout le travail que Pi a développé, processus de grammaticalisation, c'est-à-dire le cheminement prototypique du processus d'appropriation d'une L2, dans les interactions exolingues. Hein. C'est-à-dire la prise d'éléments sur la base d'une imitation-répétition, suivi d'opérations de décontextualisation et de recontextualisation. C'est-à-dire qu'il y a un élément dans le système de connaissances intermédiaires qui est extrait dans le dialogue du locuteur non natif par rapport à ce que dit le locuteur natif, et qui est ensuite reconfiguré dans d'autres types de contextes linguistiques par la suite, avec, pour terminer, une intégration aux compétences, ce qu'ils appellent la saisie. Donc, en fait, là c'est très long la citation, ça sera pour le diaporama en ligne, c'est-à-dire, il parle donc de moyens linguistiques, l'état intermédiaire dans le processus de grammaticalisation entre la prise d'un élément nouveau et la saisie, c'est-à-dire l'intégration dans la compétence discursive. Je ne vais pas plus loin sur la citation, on pourra la regarder un petit peu plus tard. Et donc, les séquences potentiellement acquisitionnelles, ce sont ces situations d'interaction pertinentes pour l'apprentissage. Hein, c'est ce qu'il nomme les situations, c'est les moments de l'interaction dans le dialogue où l'apprenant peut récupérer des informations du locuteur natif avec qui il parle. Donc il distingue une séquence qui dit ternaire. Donc vous avez la production de l'apprenant, suivie de la réaction du natif qui va avoir une visée d'aide par rapport à l'apprenant, et ensuite une reprise de l'apprenant. Et leur travail a été d'étendre, au départ ils ont travaillé quasiment exclusivement sur du lexique, hein, sur les SPA lexicales, avant de l'étendre au SPA syntaxique, c'est-à-dire à essayer de trouver les reformulations construites sur un schème syntaxique en lien avec la médiation. Alors, ils proposent 3 types de modalités d'interaction: reprise de ce que dit le natif, la reformulation, soit l'insertion d'un élément stabilisé dans un autre contexte, ou syntaxique, ce que je viens de dire, ou bien une autre façon d'interagir ou de récupérer de l'information, c'est-à-dire par complétion de ce que dit le natif. Les conséquences didactiques de tout ça, j'y arrive, c'est-à-dire quelle modalité d'interaction on peut proposer en classe pour quel apprentissage du langage. C'est ça qui va être, tout ce que je viens de dire, est rattaché en fait à cette question-là qui va m'intéresser plus particulièrement, en L1 comme en L2. Donc pour l'instant, je fais quelque chose de très général, on pourra discuter des différences éventuellement qu'il peut y avoir entre L1 et L2. La posture de l'enseignant, pardon. Les interactions qui vont évincer tout le processus cognitif dont j'ai parlé, c'est le bain de langage collectif, c'est la prise de parole unidirectionnelle, c'est l'oral qui est limité à la compréhension, enfin à l'écoute des apprenants, c'est la répétition en écho, phrases isolées, c'est les réponses aux questions, et c'est les offres langagières qui ne sont pas ciblées dans une zone proche de développement, c'est-à-dire qui ne permettent pas la construction de schèmes dans le temps. D'accord, donc tout ça, grosso modo, c'est une espèce de choses un petit peu condensées, parce que ce qui va nous intéresser, c'est la finalité de l'étayage, c'est-à-dire si l'enseignant propose une médiation, est-ce que cette médiation va être en mesure, non pas de viser uniquement l'enseignement, ça c'est Marinette Matet qui le proposait, mais de viser le développement, c'est-à-dire
c'est de soutenir, comme dit Marinette Matel, le développement de l'interlangue, c'est-à-dire cette zone-là dans laquelle, effectivement, l'apprenant va pouvoir utiliser les éléments et les récupérer pour lui, pour son compte. J'en ai quelques petits exemples. Une interaction entre un élève de 6 ans, anglophone, et l'enseignante. Et l'enfant dit « moi et pas savait ça ». L'enseignante dit « moi je ne sais pas ». Moi je ne sais pas. Donc elle reprend en fait ce que dit l'enfant en lui proposant une forme canonique de « moi je ne sais pas ». L'enfant reprend « moi et pas savait ça ». Moi je ne sais pas. Et l'enfant reprend « moi je ne sais pas ». Si on reste sur ce type d'interaction, on peut se poser la question de l'efficience de ce type d'interaction pour le développement de cette fameuse zone de développement. C'est-à-dire que là, on est sur un système d'imitation-répétition. Donc l'apprenant, l'élève, il est plutôt sympathique, il reprend ce que dit l'enseignante finalement. Mais on peut se poser la question de son apprentissage cognitivo-langagier du système des pronoms, de l'organisation des relations énonciatives. C'est-à-dire que ce que propose l'enseignant ne correspond absolument pas à des hypothèses que l'apprenant pourrait faire sur ces relations énonciatives, puisqu'elle ne lui propose à aucun moment une opposition entre je et tu. Donc ça, c'est le type d'élément qui était repéré aussi beaucoup par Bernard Pie. Hein. On prend un autre exemple, où là, on peut observer quelque chose d'un petit peu différent, où, avec un élève de 9 ans, d'origine sénégalaise, mais non francophone. Et l'adulte s'est coupé, hein, au cours du dialogue, elle lui demande le nom du village au Sénégal. L'enfant répond Kunimi. Donc oui, et l'adulte dit ah je connais pas. Et l'enfant rit et dit je connais pas. Non. Tout petit peu plus tard, l'enfant dit mais il n'y a pas de japonais quelque chose qu'on comprend pas, hein, de son japonais. En japonais, moi je l'ai pas japonais. Et en fait, l'adulte comprend. Moi, en parlant de l'adulte, il veut dire, toi, en tant qu'adulte, tu ne connais pas le japonais. Hein, a priori, c'est de cette façon-là qu'est interprété, ou qu'interprète en tout cas l'adulte ce que dit l'enfant. Il dit, ah, moi, je ne sais pas le japonais, je ne connais pas le japonais. Allez. Et ensuite, il lui demande le chinois, etc. Donc, là, à ce niveau-là, on a une interaction qui va... il n'y aura toujours pas cette transposition des personnes en je et tu. Mais... Ce qui est intéressant entre la première partie du dialogue et la deuxième, c'est que là, l'enfant va reprendre la première personne, mais pour s'adresser à l'adulte en tant que deuxième personne. Et donc là, on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui est en train d'être expérimenté par l'enfant, et d'autant qu'il utilise une modalité négative. On pourrait faire une analyse un peu plus fine hein, de ce type d'interaction, mais il y a une modalité négative et un changement de verbe également, parce qu'on passe du verbe connaître au verbe avoir, qui est intéressante. Donc sans que, pour l'instant, on puisse préjuger de ce qui se passe, mais là, on peut au moins saisir qu'à ce niveau-là, il y a un essai, il y a une tentative d'un fonctionnement sur les relations énonciatives. Peut-être encore un autre type d'exemple où l'enfant dit le ballon il a tiré au pied, un enfant plus jeune, hein, il a donné au pied, un coup de pied au ballon, et alors partir en haut, le ballon a parti en haut, il part en haut. Donc dans ce type de dialogue, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment les tentatives de l'enfant, notamment sur partir, sur le verbe partir, va pouvoir amener l'adulte à proposer une reformulation dont l'enfant ne se saisit pas évidemment dans l'immédiat, l'apprentissage ne se fait jamais dans l'immédiateté, mais une expérience sur laquelle l'enfant pourra s'appuyer un petit peu plus tard et qu'on retrouvera en fait dans une autre partie du corpus. Peut-être un dernier exemple sur une tâche de tri de cartes numérotées là, avec un enfant anglophone également, où ce que propose en fait l'adulte, là on peut voir qu'il y a quasi immédiatement une réutilisation, une recontextualisation par l'enfant. L'adulte dit pourquoi tu l'as mis là, l'enseignant dit pourquoi tu l'as mis là, parce que c'est petit, parce que c'est plus petit, très bien, plus petit que quoi, parce que c'est plus petit, très bien, plus petit que 5. Et un petit peu plus tard, l'adulte dit 3 est plus petit que 4, parce que c'est plus petit que 2, très bien, 3 est plus grand que 2, 3 plus grand 2, 3 est plus grand que 2. On voit que le plus que, en fait, hein, cette construction-là, elle est
réinvesti dans le dialogue avec parce que c'est plus petit que d'eux. Alors ça ne veut pas dire que l'enfant maîtrise toutes ces dimensions-là autour de la question des dimensions, du quantitatif, parce que par ailleurs, il n'a pas d'expérience encore du moins que, pareil que, etc., qui vont rendre compte de tout un système de configuration autour de ces éléments de quantification. Alors, si on reprend cette question de L2 et le L1, on ne peut pas dire qu'il y a de calque strict. Là-dessus, on va, surtout si on parle de L2 dans un apprentissage scolaire au-delà de 6 ans. On n'a pas de calque strict. Mais, en réalité, ce qui est intéressant, c'est que du point de vue du processus et du système d'interaction, on a des choses extrêmement similaires. On a un processus de recontextualisation et de reconfiguration des connaissances qui peut être similaire entre L1 et L2. Ça nous a amené, en tout cas pour moi et 2-3 autres personnes avec qui on a travaillé, à cette question d'interaction langagière éducative adaptée, c'est-à-dire à comment on peut passer d'une interaction en famille, c'est-à-dire qui nécessite, qui n'est pas conscientisée par les parents. Les parents n'ont pas une conscientisation de ce qu'ils proposent aux enfants. Il y a un ajustement, une adaptation qui est intuitive et qui doit le rester, bien évidemment. Mais quand on passe dans le cadre scolaire, cette adaptation, si on vise l'apprentissage, elle doit nécessiter une conscientisation du type de langage qu'on adresse à l'apprenant. Et donc, c'est là où on bascule en fait à quelque chose qui va nécessiter, j'espère, une discussion, en tout cas une réflexion, c'est-à-dire comment on peut interroger l'adéquation, en tout cas l'efficience de ses propres pratiques, du point de vue de ce passage de maîtrise actuelle, enfin d'apprentissage, de développement actuel vers un développement potentiel, à quel moment on va pouvoir cibler de façon consciente, pas au petit bonheur la chance, je dirais, c'est-à-dire de façon consciente ce passage vers du développement potentiel par rapport aux apprenants qui sont en face de nous. C'est-à-dire qu'on doit non seulement avoir une réflexion autour des processus d'apprentissage du langage, très clairement, ça c'est pas vraiment un scoop, je dirais. En revanche, la conscientisation du type de langage adressé à l'enfant dans un cadre didactique, d'enseignement, à l'oral. Et je précise à l'oral parce que forcément j'ai mis enregistrement, c'est-à-dire qu'on ne peut avoir cette prise de conscience que si on a des enregistrements qui nous permettent de cibler exactement là où on est l'enfant et là où on peut l'amener, ce qui n'est pas sans poser de problème, et qui demande aussi une connaissance explicite du fonctionnement de sa propre langue. C'est-à-dire que si on fait un enseignement en français, il faut avoir une connaissance explicite du fonctionnement de sa langue, de façon à notamment ne pas confondre fonctionnement de la langue et fonctionnement normatif de la langue. C'est-à-dire que, pour vous donner un petit exemple, on peut très bien avoir une représentation du fonctionnement de la langue basée sur la norme, comme souvent à l'école. Par exemple, si vous reprenez la reprise du pronom clitique, le petit garçon, il, la petite fille, elle, etc. Donc cette reprise du pronom par rapport au syntagme nominal précédent. Cette reprise du pronom, elle est fréquente en français parlé, elle est extrêmement fréquente en français parlé, pas dans tous les contextes pas dans tous les genres de discours du français parlé, mais enfin elle est relativement fréquente. Et par ailleurs, que cette reprise soit là ou ne soit pas là, ne pose pas de problème du point de vue des hypothèses que l'enfant peut faire sur le fonctionnement de la langue. C'est-à-dire, le petit garçon il mange ou le petit garçon mange, du point de vue syntaxique, on a la même configuration. Donc, si on se focalise à essayer de demander à l'enfant, parce qu'on a des exemples comme ça, où l'enseignant, le petit garçon, il mange, alors c'était Édouard, il couche nounours. Alors non, pas il couche, Édouard couche nounours. Édouard, il couche nounours. Non, Édouard couche nounours. Au bout d'un moment, le gamin est sympa, il dit Édouard couche nounours. Oui, c'est bien. Énoncé d'après, Édouard, il baille.
C'est-à-dire que l'enfant, il est focalisé sur le fonctionnement, lui, de cette construction autour de ce noyau verbal, et le fait qu'il y ait ou pas cette reprise du pronom clitique ne préjuge en rien des hypothèses qu'il peut faire sur le fonctionnement de la langue. Or, l'enseignant, lui, était focalisé sur cette reprise-là. Mais ça, c'est du fonctionnement normatif. Donc, c'est pour ça que avoir une connaissance explicite du fonctionnement de sa langue, c'est pas avoir une connaissance de la grammaire normative de sa langue. C'est avoir une connaissance du fonctionnement syntaxique, des règles de fonctionnement de la langue, de façon à ne pas demander aux élèves des choses qui relèvent non pas du fonctionnement de la langue et des hypothèses qu'ils peuvent faire du fonctionnement de la langue, et de demander des choses qui relèvent du fonctionnement normatif auquel il est parfois assez éloigné. Ça dépend de l'âge de l'enfant, mais si on prend des enfants de 5 ans, ils sont très 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 éloignés. Là, l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est un enfant de 5 ans, il s'est extrêmement éloigné de ce fonctionnement normatif. Donc c'est une préoccupation scolaire, mais ce n'est pas une préoccupation d'apprentissage. Mais c'est la différence entre les deux, qui nécessite du coup d'avoir vraiment une conscientisation du type de langage qu'on adresse à l'apprenant. Ce qui va permettre évidemment d'avoir un impact sur le type d'évaluation qu'on fera, et la possibilité de mesurer les écarts que l'on a par rapport aux élèves ou à l'élève avec qui on est en dialogue, c'est-à-dire ne pas être trop en deçà, ne pas être trop au-delà. On a une fausse, forcément, parce que dans la conversation, quand on se parle, on n'est jamais focalisé sur les formes, je dirais, langagères utilisées. Parce que si on était focalisé, là quand je parle, si vous étiez focalisé sur le type de construction que je suis en train de produire, bon, le type de construction que je suis en train de produire, un relatif, tout ça, on ne focalise pas du tout sur les constructions, parce que, sinon je pense qu'on deviendrait fou, notre oreille filtre évidemment cette dimension-là, en partie. On y est plus ou moins sensible, alors les mères ils sont relativement plus sensibles avec leurs enfants, mais elle ne s'est pas forcément complètement conscientisée. Et donc, là, dans le cadre d'un apprentissage, du point de vue de la posture de l'enseignant qui souhaiterait effectivement agir sur ce développement, alors on ne peut pas faire l'économie d'avoir effectivement, de tordre son oreille, on va dire, de changer sa posture d'écoute pour pouvoir adapter et mesurer les écarts qu'il y a entre ce qu'on produit, ce que l'élève produit, et si on veut cibler son niveau potentiel, donc notamment être sensible aux tentatives de l'enfant, qui sont des façons de montrer que l'enfant est en train d'apprendre. Là où en acquisition langue première, là où on s'inquiète, c'est quand les enfants ne font plus de tentatives. C'est-à-dire que là où il n'y a plus de tentatives, là on s'inquiète parce que l'enfant fonctionne, parfois de façon très, très bien en communication, sur un circuit de langage qui est suffisant pour la communication, mais qui ne sera pas suffisant par rapport aux exigences de l'école. C'est là où aussi il faut mesurer par rapport à l'exigence de l'école quel est ce qui est demandé à l'enfant. Alors les enfants qui ont dans leur famille une interaction éducative extrêmement stimulante, ce sont des enfants qui vont effectivement arriver très vite aux exigences de l'école, au niveau d'exigence de l'école, et qui vont réussir, dont le discours de l'enseignant sera toujours à sa portée. Le problème, c'est pas tellement ces enfants-là. C'est plutôt, moi en tout cas ce qui m'intéresse, c'est plutôt les autres, c'est-à-dire ceux pour qui la stimulation à la maison fonctionne très bien d'un point de vue communicationnel, mais dès qu'on doit passer aux exigences de l'école, alors on se retrouve en fait avec des écarts qu'on arrive peu à réduire finalement, puisque le langage de l'enseignant va toujours être adapté à des enfants qui ne sont pas ceux qui auraient besoin en fait d'une stimulation spécifique dans des zones potentielles de développement. Et pour terminer, ça veut juste dire aussi que on est obligatoirement, j'ai oublié de le dire tout à l'heure sur l'apprentissage, mais c'était un peu évident, c'est que le schéma que j'ai présenté au début nécessite obligatoirement que ce soit un apprentissage individualisé. C'est-à-dire qu'aucun de nous n'a le même système de reconfiguration des connaissances. Donc la reconfiguration des connaissances étant individualisée, comment on fait dans une classe, alors ça c'est le problème pédagogique qui va se poursuivre après, qui est comment on fait dans une classe pour effectivement avoir un apprentissage spécifique, sachant qu'aucun des enfants n'en sera au même niveau et n'aura besoin des mêmes types de stimulation. Voilà, et puis je m'arrête là et je pense que j'ai à peu près
dit tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bon, je laisserai les références bibliographiques. On enchaîne tout de suite sur les questions. À la fin, vous avez dit la différence entre les interactions et le langage de la maison qui est proche à l'école. C'est les étudiants c'est les élèves qui vont avoir des facilités à l'école. Et à la fin, ceux qui ont les plus grosses différences seront ceux qui ont... Je répète ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez regardé le travail de Shirley Bryce Heath? Et c'est en anglais, mais tout son travail, c'est assez vieux pour le moment, mais maintenant, ça a pris comment on dit en français? Framework, enfin, le cadre. Le cadre, oui, voilà. Le cadre et la socialisation de langage. Et ça prend en compte socio-cognitif et un côté socio-cognitif. C'est peut-être intéressant de regarder ce qui... Parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une étude, elle a suivi plusieurs différentes familles je pense que c'était en Caroline du Nord ou du Sud, je crois, d'un côté est des États-Unis. Et elle a regardé le langage, les différences de langage dans les familles, de différences milieu socio-économique. Et de différentes races, des choses comme ça. Et ça me rappelle. Là, ce sur quoi je viens de terminer renvoie à plusieurs travaux, que ce soit effectivement des travaux anglo-saxons ou même en France. Oui. Où il y a, enfin je veux dire maintenant on sait à peu près qu'effectivement les différences entre les enfants sont en partie corrélées avec le milieu socio-culturel, ça on le sait, par rapport aux exigences de l'école, hein. Ça ne préjuge pas des dimensions sociolinguistiques, hein, mais c'est par rapport aux exigences de l'école. On a des enfants dont la stimulation langagière ne correspond pas à ces exigences. Ça ne veut pas dire que cette stimulation est moins bonne ou hein, d'un point de vue sociolinguistique, c'est pas ça, mais parce que ça renvoie aussi un petit peu à toute la critique qu'il y avait eu de Bernstein, qui était en fait bien moins mauvaise que ce qu'on a voulu en dire, où il avait au niveau des codes élaborés, codes restreints, où il avait déjà dans les années 70 repéré qu'il y a des enfants qui arrivent à l'école avec un fonctionnement langagier qui ne correspond pas à celui qu'on attend à l'école. Donc ça, les corrélations, elles sont très fréquentes. On sait qu'il y a une corrélation avec le milieu socio-culturel, mais ce n'est pas toujours vrai. C'est pour ça que la dimension, elle m'intéressait de non pas repérer par rapport à l'environnement seulement familial de l'enfant, mais c'est de repérer aussi, parce que l'enfant passe quand même paire d'heures à l'école, c'est-à-dire comment à l'école, les enseignants ont aussi ce rôle à jouer de pouvoir stimuler suffisamment les enfants pour tous les amener à un niveau exigé par l'école. Et c'est peut-être là où on peut effectivement émettre des critiques, ou en tout cas on peut réfléchir à qu'est-ce que les enseignants ont comme visée par rapport à cet apprentissage-là. Est-ce que la visée, elle est effectivement le développement? Ça, c'est vraiment Marinette Matek. La visée, elle dit c'est pas le développement. Elle dit on est sur un niveau actuel et pas du tout sur un niveau potentiel. Et donc les enfants qui en sont à un certain niveau restent en fait sur ce même niveau. Et donc les écarts se creusent au fur et à mesure. Donc même s'il y a effectivement une stimulation qui est différente selon les milieux socioculturels, cette stimulation devrait normalement, d'un point de vue didactique, on devrait pouvoir réfléchir à le réduire finalement en fonction des exigences de l'école. Mais ça serait le rôle de l'école, pas le rôle de la famille. C'est juste pour juste penser peut-être à le cadre du social. Mais c'est très proche. En réalité, c'est très proche. En réalité, c'est très proche. J'ai pas refait tout. En fait, j'ai une diapo que j'ai fait surtout où il y avait les différents cadres, mais où j'en avais remis d'autres en dessous. Mais c'est relativement proche. C'est aussi proche du socio-constructivisme et des travaux de Veneziano qui travaillaient aussi sur cette question-là. Alors plus dans le cadre familial, mais qui permettait effectivement de comprendre en fait comment ça se passait dans la famille sur le premier apprentissage. Moi, j'ai une question qui a dit tout à l'heure que
que pas de calque strict entre L2 sur L1, mais des liens dans le processus. Donc il y a eu tout un discours pendant une époque qui était il fallait parler pour les élèves ou les familles allophones, il fallait parler français que français, même quand on ne parlait pas français. Voilà. Et là, il y a un contre-discours actuellement qui s'est installé de dire il faut absolument que la langue 1 soit bien installée pour que la langue 2 se construise. Alors comment ça... donc ça s'entend bien, mais dans le temps, finalement, dans le temps qui est le temps de l'école, qui n'est pas le temps de savoir comment ça se joue, ces choses-là. Il y a plusieurs, à mon avis, il y a plusieurs... C'est très clair que, effectivement, l'enfant qui n'installe pas son langage, la fonction langage s'installe à travers n'importe quelle langue. Bon. Donc, si elle s'installe à travers, je ne sais pas moi, le turc, l'arabe, peu importe la langue première, l'anglais, peu importe la langue première, et que l'enfant est scolarisé en France, ou vit dans un environnement français, enfin, social français, mais pas familial, il peut y avoir tous les cas, il n'y a que des cas particuliers, mais il peut y avoir effectivement la possibilité pour l'enfant d'apprendre une deuxième langue de façon relativement rapide. Par exemple, on avait observé en France, pour les populations tchétchènes, où on a très peu d'enfants en fait qui intègrent des dispositifs de stimulation, parce que les enfants ont appris extrêmement rapidement le français, pour plein de raisons. Parce que y avait, on les a autorisés d'abord, hein, sur le plan, je dirais psychologique, les familles les ont même poussés à s'intégrer et à apprendre très très vite le français, mais il y avait aussi cette donnée qui était que leur première langue, voire leurs deux premières langues, parce qu'il y avait le tchétchène et le russe, étaient extrêmement bien installées. Et ce sont pas des populations, par ailleurs, si on prend le niveau socio-culturel, ce sont des populations, celles qui sont arrivées en France dans un premier temps, ce sont des populations qui venaient de milieux sociaux, c'était des intellectuels, hein, des universitaires, des biologistes, des médecins, etc., qui ont fui dans un premier temps. Et donc, des langues extrêmement bien installées, et le français est arrivé très rapidement, relativement rapidement. Les enfants ont intégré, sauf cas particulier évidemment, mais ont intégré les systèmes français, scolaires français, sans trop de problèmes. Ce qu'on voit par exemple là dans la région où je suis, en Alsace-Lorraine, avec les populations turques, où là, on n'a pas du tout le même cas de figure, où les enfants sont dans un environnement massivement turc, et où effectivement apprendre le français n'est pas une nécessité absolue. Parce que tout, le logement, le travail, tout est en communauté. Une population relativement étendue, tout est en communauté, donc il n'y a pas de raison, finalement, d'un point de vue, je veux dire, au quotidien, d'apprendre le turc. Et ce sont des enfants qui se retrouvent à l'école avec un niveau, effectivement, de français qui pose, pour les enseignants, souci, parce que la stimulation extérieure est peu... Et, par ailleurs, ils ne sont pas sûrs, alors ça c'est Dixit les interprètes, alors là pour le coup moi je ne suis pas spécialiste du tout du turc, ils ne sont pas sûrs que la première langue soit effectivement bien installée. Et donc du coup, il y a un espèce de mélange. Mais en même temps, il y a des études qui ont montré qu'une stimulation efficace, on va dire, une mise en fonctionnement d'une deuxième langue a des incidences sur la première langue, peut aider à la structuration de la première langue. Ah, Sylvie, Sophie, tu me confirmeras, mais il y a des études, moi je pense à celle d'Ocarmo, qui montrent que pour le portugais, il y a une incidence du français sur le fonctionnement du portugais si le français est bien installé, alors que le portugais ne l'était pas complètement. Donc ça, c'est une des études qui est intéressante, qui montre qu'il y a ce passage-là. Donc la mise en fonctionnement du langage peut se faire dans une ou plusieurs langues. Si la première langue est bien installée, la deuxième langue devrait pouvoir s'installer, sauf... Après, il y a toujours plein de cas de figure. Est-ce qu'on autorise l'enfant à apprendre à parler? Est-ce qu'une autre langue? Est-ce que, il y a plein de choses autres qui se jouent, donc c'est assez compliqué de faire des généralisations. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut avoir une incidence sur la mise en fonctionnement du langage. Mais après, je pense qu'il faut vraiment regarder cas par cas. C'est difficile de faire des généralisations. Mais globalement, c'est vrai que quand on pose la question, les enseignants disent par rapport justement à ces enfants turcs en Alsace, on m'a souvent posé la question parce que les enseignants sont un peu démunis. Est-ce que
on demande aux parents de parler le français ou de les mettre dans un environnement ou d'aller au centre de loisirs, etc. Est-ce qu'on leur demande ou pas? La question est très récurrente. Parce que